tout petit, moi, j'étais assez sensible quand même à ces questions environnementales, beaucoup sur l'eau, notamment comment préserver la ressource en eau. Puis au fil de mes études, donc en termes de géographie, j'ai eu la chance de pouvoir toucher à beaucoup de disciplines, hein. La géographie, c'est ce qu'on appelle une science de synthèse, donc c'est à beaucoup de connaissances scientifiques et l'objectif est de synthétiser tout ça à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'une activité pour essayer d'avoir un point de vue le plus large possible. Donc cette vision-là m'intéressait. Quand en 2007, on m'a proposé de travailler sur le changement climatique au niveau de l'agence régionale, donc au niveau de la région Midi-Pyrénées. C'était assez précurseur. Il n'y avait pas beaucoup de travaux en France en 2007 sur ces aspects-là, notamment sur comment on était impacté, nous, territoire français, et pas forcément l'impact mondial, l'Arctique ou les parties désertiques, mais vraiment comment nous, en France, ça nous impactait le changement climatique, comment il fallait réduire notre vulnérabilité ou renforcer notre résilience par rapport à ces événements-là. Et donc, c'est ces différents aspects qui m'ont amené à terme à parler de finance carbone et d'aboutir aujourd'hui à la création de cette coopérative. Donc, c'est vraiment, on va dire, de l'eau au climat, quelque chose de plus général, et pour aujourd'hui recentrer un peu plus sur un outil en lien avec le climat. Jusqu'à cette fin d'année 2020, les projets qu'on proposait étaient essentiellement autour du soutien de la plantation de haies champêtres. Alors, les haies champêtres, c'est quoi? C'est une bonne question souvent qu'on nous pose. Une haie champêtre, c'est un alignement d'arbres. On part de champêtres quand on est à côté des champs, mais on peut être sur des haies non agricoles qui ont tout un intérêt. L'idée, c'est se dire que l'arbre n'a pas sa place qu'en forêt. L'arbre aussi a sa place en dehors des forêts. Et c'est souvent là où notre développement des 40-50 dernières années a plutôt enlevé ces arbres en dehors des forêts pour aller plutôt privilégier ces zones forestières. Et donc tout l'intérêt aujourd'hui, c'est remettre de l'arbre dans les parcelles agricoles, dans notre habitat, dans nos zones d'activité. Et l'arbre champêtre a un intérêt parce qu'il est composé d'essences locales, adaptées aux conditions, ce qu'on appelle des conditions pédoclimatiques, donc adaptées au sol et au climat, avec des variétés locales qui sont différentes selon chaque département où on intervient et qui sont propres aux opérateurs avec qui on travaille et qui permettent du coup de garantir une résilience autour de ces plantations par rapport aux aléas climatiques, mais qui répondent aussi aux enjeux de biodiversité et donc permet d'apporter des habitats naturels pour la biodiversité. Là où c'est compliqué pour elle aujourd'hui, dans des grandes parcelles agricoles, de trouver une place. Voilà, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de buissons. Et pourtant, il y a une nécessité aujourd'hui d'avoir de la biodiversité dans ces parcelles pour augmenter les auxiliaires de culture ou avoir d'autres apports à travers la biodiversité. Donc, projet climatique, mais dont les co-bénéfices sont beaucoup plus nombreux. Érosion, biodiversité, gestion de l'eau. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de co-bénéfices. On peut remettre de la biodiversité dans des parcelles, notamment avec des agriculteurs pour qui la biodiversité et l'arbre en lui-même vient agrémenter la culture et vient vraiment au service de la production agricole. Et donc, on est plutôt en lien avec des acteurs en bio ou en raisonné, on va dire. C'est plutôt ces acteurs-là au niveau agricole. Mais on fait aussi des projets autour d'écoles, autour de pistes cyclables. Tout dépend en fait de l'intérêt qu'ont les financeurs. Voilà. Et nous, c'est vraiment notre port d'entrée aujourd'hui, c'est comment on peut trouver des projets qui plaisent aux financeurs, et plutôt répertorier une infinité de projets. Vous ne trouverez pas forcément toujours un financeur à ce prix-ci. Aujourd'hui, les entreprises qui viennent vers nous, ce sont des entreprises qui sont volontaires et qui nous contactent par rapport en fait, aux différents opérateurs. On est plusieurs opérateurs en France, on est répertoriés sur une plateforme. Et donc, chaque entreprise a un peu ses affinités, ses envies, ses souhaits en termes de projet et trouve aujourd'hui des réponses avec climat local à travers ce qu'on propose en termes de local, de sur-mesure, de projets en lien avec leurs parties prenantes, c'est-à-dire qu'ils peuvent compenser leurs émissions ou financer des champêtres directement chez leurs fournisseurs, directement sur le territoire où ils sont installés, ou avec les clients avec lesquels ils travaillent, là où ils ont un intérêt, là où en fait ils peuvent y trouver un attrait et surtout des projets qui leur permettent derrière de pouvoir expliquer ce qu'ils font auprès de leurs salariés, auprès de leurs clients. Donc c'est plutôt eux qui viennent nous chercher, c'est pas nous quand on les trouver. Ça c'est une chance, mais c'est aussi une limite. C'est compliqué pour nous dans l'environnement économique aujourd'hui de savoir qui est prêt à aller jusqu'à cette étape-là. Donc on est plutôt aujourd'hui en train de travailler avec les collectivités, avec les territoires pour pouvoir expliquer ce qu'on fait et montrer que nous sommes présents aujourd'hui sur ces territoires-là pour offrir des solutions aux entreprises qui souhaitent s'engager, que plutôt avec des marchés comme classiquement ça se fait dans du business, d'appel à apport de chaque entreprise dans des zones d'activité pour aller vendre du flyer. C'est pas cette démarche-là qu'on recherche parce qu'on souhaite que la compensation carbone vienne de l'entreprise à travers sa démarche et pas de l'opportunité de business qui lui est apportée.
Les difficultés qu'on a eues, c'est essentiellement sur le montant financier. Les entreprises avec qui on travaille le font de manière volontaire, la compensation carbone. Ce n'est pas une obligation réglementaire, une obligation en termes de business, c'est vraiment quelque chose de volontaire pour eux. Et donc, dans le volontaire, on le fait avec les moyens qu'on a. Donc aujourd'hui, ce sont plutôt les moyens financiers qui ont fait défaut sur l'année 2020 aux entreprises, ou en tout cas, la peur de l'année 2020 a fait qu'on a peut-être fait un peu plus de trésorerie que d'investissement. Et donc, certains acteurs avec qui on travaillait ont réduit un peu la quantité de CO2 ou la quantité de projets qui se soutenaient. Certains ont arrêté parce qu'ils étaient dans de l'animation ou dans des choses autour de la communication. Et là, c'est vraiment des secteurs sur lesquels tout s'est arrêté et il n'y avait pas de business, il n'y avait même pas de trésorerie constituée. On était plutôt dans la survie de ces acteurs-là. Mais c'est plutôt du report sur 2021. Ce n'est pas un arrêt de l'action qu'ils mènent avec Climat Local. C'est plutôt dire on se reporte sur 2021. Et à l'inverse, l'avantage, c'est que d'autres acteurs ont pu prendre le temps de se positionner, de se questionner. C'est quoi mon business de demain? C'est quoi la plus-value? Qu'est-ce que je veux faire aussi en termes de redistribution sur le territoire, en termes de co-bénéfices? Et donc, on a beaucoup d'acteurs qui ont pu échanger avec nous, aussi bien en mars, mais beaucoup en octobre. Fou, je sais pas. La folie, c'est peut-être une qualité. Non, je dirais c'est, je sais pas si c'est toujours quelque chose de positif ou pas, mais en tout cas, mettre de la passion et, et avoir du cœur dans ce qu'on fait, c'est quand même amener beaucoup de confiance auprès de nos clients. Et pouvoir parler comme je parle de mon sujet, en ayant travaillé pendant 10 ans avec les territoires, en ayant une vision assez large des enjeux énergétiques et climatiques, ça permet derrière de pouvoir avoir un vrai discours, c'est savoir de quoi on parle, avoir confiance, pas forcément être un expert du sujet, mais quand même pouvoir rassurer les clients sur beaucoup de discussions. Et quand on parle d'énergie et de climat, ça peut partir dans beaucoup de directions différentes. Donc il faut pouvoir aussi y répondre et pas être juste là comme étant un vendeur. Moi, je ne vends pas du carbone, je fais des projets de développement durable où le CO2, c'est une manière de fixer un prix. Donc on renverse un peu là aussi les notions classiques d'économie. Je suis confiant. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans pour les politiques. Je travaillais pour la région. Donc, je travaillais pour les élus, pour le monde politique. J'ai l'impression que les collectivités sont encore très frileuses à s'engager dans ces sujets-là. Parce que le retour des actions, de toute façon, on parle de retour sur investissement pour les collectivités, mais en tout cas, le retour des actions, c'est dans un temps qui dépasse le temps politique et qui, des fois, n'est pas forcément palpable pour des élus dans la prise de décision. À l'inverse, sur les entreprises aujourd'hui, je pense que aussi bien la fluctuation des prix de certaines matières qui sont liées à des aléas climatiques partout sur la planète les concerne, et là ça leur concerne financièrement beaucoup plus que les collectivités qui ne sont pas directement liées à ces impacts-là. Et puis la question du business aujourd'hui, c'est-à-dire se différencier des autres, être toujours en capacité de répondre d'être différent de la concurrence, même des actions collectives, même des actions à travers les plans climat, à travers toutes les démarches qu'il y a. Mais on sait aujourd'hui qu'elles ne sont pas suffisantes, elles ne répondent pas forcément aux besoins qu'on a d'agir et aux besoins de changer. À l'inverse, les entreprises, j'ai l'impression, sont un peu plus en capacité d'agir. Donc, on travaille beaucoup avec les entreprises sur tout ce qui est leur stratégie climatique en amont de compenser. Donc, souvent, elles ont déjà acté une stratégie climatique. On vient essayer de la renforcer ou voir comment on peut les accompagner sur ces aspects-là. Ça, c'est le premier volet, sensibilisation, on va dire, employeur, entreprise. Le deuxième volet, c'est la sensibilisation des salariés. Et pour ça, la haie champêtre et les plantations de champêtre sont vraiment perçues comme ça aujourd'hui par la majorité de nos clients. C'est une manière pour eux de faire venir leurs salariés le jour de la plantation chez l'exploitant agricole avec qui ils ont signé un contrat, ils le connaissent, ils n'ont pas participé à un programme général. Une plantation de haie champêtre, un financeur, donc une entreprise. Donc on n'a pas multiples acteurs autour de la table, hein. C'est assez simple. Et donc la plupart des entreprises aujourd'hui participent avec les salariés lors de la plantation des champs. Mais ça leur permet de comprendre derrière pourquoi il faut agir en permanence
dans son entreprise, sur les éco-gestes, sur la réduction, sur proposer aussi des nouvelles façons de faire son activité en lien avec ces valeurs-là. Et donc, c'est un moyen de se retrouver. Certains font des team building autour des plantations et passent quelques jours après sur le territoire en louant un hôtel et des salles de réunion pour derrière définir la stratégie d'entreprise. Et du coup, ça a du concret, ça a du sens. Et c'est là-dessus, nous, que ça nous plaît de travailler avec ces entreprises-là et de pouvoir proposer du local. Sans local, c'est impossible. Donc, on est obligé de faire du sur-mesure et du local pour permettre de pouvoir proposer des actions de sensibilisation qui sont, on va dire, optionnelles. Pour la résilience, c'est vraiment, on explique aux entreprises qu'il ne faut pas tout compenser. Et on parle aujourd'hui de budget carbone. C'est-à-dire qu'une entreprise qui nous appelle et qui dit « j'ai 1000 tonnes de CO2 à compenser », on leur dit « déjà c'est beaucoup, combien vous êtes de salariés, combien vous faites de chiffre d'affaires, est-ce que vous êtes quelque chose de raisonnable ?» C'est-à-dire qu'on a beaucoup de ratios aujourd'hui avec base carbone sur des kilos-euros par tonne de CO2 émises pour les entreprises. Et donc si vous n'êtes pas dans les clous, peut-être pas le coup d'aller compenser les 100 tonnes, mais d'aller les réduire en premier lieu. Donc sur ces 100 tonnes, est-ce que vous ne pouvez pas prendre 70 tonnes, vous y mettez un budget à 40, 50, 100 euros la tonne, peu importe le budget que vous y mettez, et vous faites un plan d'action avec cette somme-là. Et puis les 30 tonnes restantes, vous pouvez les compenser parce que derrière, vous allez pouvoir expliquer à vos salariés en les sensibilisant, donc on revient sur l'aspect sensibilisation, et leur dire qu'en fait, c'est une fuite en avant, c'est très coûteux la compensation carbone, et ça ne sera pas une solution. Parce qu'il faudra le faire tous les ans, alors que la réduction, vous la financez la première année, vous changez vos véhicules, vous changez votre chaudière, vous investissez la première année, mais les réductions se font toutes les années suivantes. Donc, c'est beaucoup plus gagnant-gagnant comme action de réduire que de compenser. Donc, sur la résilience, on revient toujours à cet aspect-là. Réduisez vos émissions, faites en sorte d'être le moins consommateur d'énergie possible, faites en sorte d'augmenter vos kilos-euros par tonne de CO2 émises. Ça, c'est des ratios qu'on ne voit pas souvent, même dans la littérature, que nous, on défend beaucoup. On n'a aucun intérêt de comparer les entreprises sur les tonnes de CO2 émises. Le seul vrai indicateur pour nous, c'est avec une tonne de CO2, combien je crée de kilos-euros. Et là, on peut comparer les entreprises. Et on peut même comparer les entreprises sur une évolution d'une année sur l'autre. Et donc, une entreprise qui fait 100 tonnes en 2020, qui fait 150 tonnes en 2021, c'est pas une entreprise mauvaise, c'est elle a doublé son chiffre d'affaires. C'est elle a maintenu le même chiffre d'affaires. Et là, c'est une entreprise qui ne va pas dans la bonne phase parce qu'elle est en train d'augmenter ses émissions, donc d'être plus vulnérable aux aléas du prix d'énergie et même de l'accessibilité à l'énergie. Et donc, sa résilience est moins importante. C'est vraiment sur les aspects énergie. Sur les aspects climat, on n'a pas beaucoup d'activités, en tout cas ce qui nous concerne aujourd'hui, les entreprises qui nous contactent, d'activités climato-sensibles. Et donc la résilience climatique, elle va être plutôt liée à la production agricole. Mais là, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on est plutôt sur les acteurs qui sont sur du bio ou du raisonné, qui viennent chercher la haie champêtre pour augmenter leur résilience au changement climatique essentiellement, couper le vent, améliorer les apports en eau sur la surface, plus de carbone dans le sol. Donc c'est tous ces aspects-là, on va dire climatiques, que sont recherchés par les agriculteurs, mais on n'a pas une usine, elle n'est pas climato-sensible en tant que telle. Donc sa résilience climatique reste limitée, pareil pour un bureau d'études, elle reste très limitée. Quand on leur explique que vous voulez du label bas carbone sur la haie champêtre, par exemple, la haie champêtre, on est à 35 € la tonne de CO2 hors taxe, qu'on facture aux entreprises. Là-dessus, on verse 18 € aux propriétaires en direct, donc plus de la moitié. Si on passe par le label bas carbone, on sort plutôt une tonne de CO2 à 50-60 €, mais on reverse toujours 18 € aux propriétaires. Donc nous, on ne comprend pas le game, en fait. On ne comprend pas l'intérêt aujourd'hui d'avoir une surcouche qui vient en fait limiter les projets, parce qu'on limite le flux monétaire sur les projets, alors qu'avant tout, l'intérêt aujourd'hui, c'est plus dire est-ce qu'on compte une tonne ou on ne compte pas une tonne, est-ce qu'on fait... Non, l'urgence aujourd'hui, c'est agir. C'est financer des projets, changer notre modèle économique, changer beaucoup de choses dans notre société, dans nos biens de consommation, et réussir à arriver à 2 tonnes ou 4 tonnes par habitant. C'est ça notre enjeu. Moi, je fais souvent le parallèle avec les certificats d'économie d'énergie. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les C2E, les certificats d'économie d'énergie. Quand vous changez votre chaudière, vous avez une prime de votre fournisseur d'énergie. Vous entendez peut-être parler d'isolation à 1 €, l'isolation de toiture, ou des choses comme ça. Tout ça, en fait, c'est financé par les certificats d'économie d'énergie. Ce sont des certificats qu'ont besoin, en fait, les fournisseurs d'énergie pour répondre à leur obligation de ne pas vendre trop d'énergie. C'est un peu comme le principe du CO2, mais c'est sur des kilowattheures, sur l'énergie. Et sur le C2E, pour générer des C2E, vous devez juste faire le projet. Vous n'allez pas vérifier derrière qu'une fois isolé la maison, la personne a réellement réduit
ses consommations d'énergie, parce que peut-être qu'en isolant sa maison, il va peut-être passer un confort de 24 degrés parce qu'il avait envie, mais avant il ne pouvait pas l'atteindre parce qu'il avait trop de déperdition énergétique. Et donc il peut avoir un mauvais comportement. Mais derrière les C2E, la philosophie, c'est de dire il faut faire de la rénovation. Donc on fait de la rénovation, et puis on viendra corriger après ces comportements-là, ou il y a d'autres actions qui viendront agir sur ces comportements-là. Mais on ne va pas gaspiller de l'argent au détriment de la réalisation de ces projets-là, juste pour vérifier en fait ces projets-là. Et je pense que l'aspect vérification sur les projets CO2 a pris beaucoup trop de place, avec la question des certificateurs, avec la question des vérificateurs, qui sont essentiellement dans le game du marché. C'est eux qui nous ont mis pression pendant longtemps parce qu'on était en dehors de tout clou et qu'on refusait les standards internationaux, par exemple. Ils nous ont mis pression et qui venaient, quand on faisait des réunions au Sénat, discuter et mettre pression sur des enjeux qui ne nous concernaient pas nous, ni France, ni climat local, mais qui étaient valables pour leur business à l'étranger. Et donc, voilà, il y a beaucoup de monde autour de ce gâteau. Ce gâteau aujourd'hui est administrativement beaucoup plus consommé que techniquement. Et nous, on prend le technique, c'est-à-dire réaliser des projets, réaliser des projets, réaliser des projets. Donc la pression qu'on a toujours mis à Bercy, au ministère des Finances, c'est de dire si c'est trop compliqué pour nous de faire du CO2, on fera du mécénat environnemental. Ça reviendra au même, sauf que les entreprises elles vont récupérer 60% de crédit d'impôt. Donc tout ce qu'on va faire comme action, ça sera financé à 60% par l'État. Principe du crédit d'impôt, du mécénat. Nous, on refuse ça. On le refuse à tout prix, hein, parce que ça veut dire que c'est plus l'entreprise qui finance, c'est nous qui finançons collectivement ce que l'entreprise vient chercher comme action. Le principe du mécénat, c'est valable sur du social, c'est valable sur l'éducation, parce que c'est des retours moins directs pour l'entreprise, mais sur ces réductions de gaz à effet de serre, le retour est direct, donc il n'y a pas de cadeau fiscal à lui faire. Donc ça, on le partage. Et par contre, il ne faut pas mettre des bâtons dans les roues pour réaliser le projet, sinon les entreprises vont comprendre qu'en fait, elles financent que l'administratif et elles ne financent pas du projet. Et je ne sais pas si c'est quelque chose de bien pour l'avenir. Plusieurs projets. On souhaite continuer à développer des méthodologies label bas carbone, malgré tout ce que je vous ai dit. C'est pas sûr qu'on passera tous les projets sur nos méthodologies label bas carbone. Nous, on laisse le choix aux financeurs, en fait. C'est le financeur qui a besoin d'une tonne labellisée ou pas. C'est pas nous. Nous, on n'a aucun intérêt derrière. C'est la même qualité. C'est la même qualité pour les projets, donc ça importe peu, on va dire. Donc, on souhaite continuer à développer des méthodologies. On a une méthodologie tiers-lieu qui devrait être validée d'ici le printemps, donc ce sera notre première méthodologie validée. On en est ravis. On a une deuxième méthodologie qu'on travaille aujourd'hui avec les forestiers. Quand on me dit « Ah mais vous parlez des forestiers », ben oui, avec les forestiers. Et là, c'est la question de l'arbre en ville. Il n'y a pas d'arbre en ville. L'arbre en ville coûte très cher. Quand tu as un arbre en ville, c'est autour des 4 à 6 000 euros. Parce qu'il faut faire un sarcophage, il faut déplacer les réseaux, il faut prévoir de la place, c'est très coûteux. Donc si les collectivités ne plantent plus d'arbres en ville, c'est en partie pour les coûts, parce que ça n'a pas été anticipé, et revenir sur l'existant, c'est très coûteux. Donc on préfère planter aujourd'hui à l'extérieur ou sur des zones très faciles, ce qu'on peut voir aujourd'hui sur nos territoires. Donc nous, on veut les aider à replanter de l'arbre en ville, et on pense que c'est des projets très sexy. Et en plus, la durabilité et la permanence de l'arbre, elle est un peu plus présente que dans une forêt où derrière l'exploitation du bois est quand même la principale source et motivation de faire de la forêt. Donc on a tout un intérêt là-dessus. C'est une demande qu'on a des collectivités, et donc c'est notre deuxième axe de développement, c'est travailler plus avec les collectivités. On a travaillé un peu avec le Grand Paris qui va mettre en place une coopérative de compensation carbone. On nous a poussé à mettre en place une SIC en expliquant ce qu'était une SIC carbone. Nous, on croit à ce modèle de SIC carbone. On a travaillé avec La Rochelle qui, pendant très longtemps, s'est posé la question de comment animer son propre marché sur son territoire en termes de fonds carbone. Et donc, ils ont fait une annonce en décembre pour quoi ils créent une SIC à La Rochelle pour faire la compensation carbone. Donc, on en est ravis. Et nous, notre objectif, c'est de pouvoir mutualiser aujourd'hui avec plusieurs territoires, notamment sur le sud-ouest, qui a une zone d'implantation géographique. Et puis, moi, j'ai travaillé ce territoire-là, je le connais un peu mieux. Et pouvoir travailler avec des grandes agglomérations, les faire entrer dans notre coopérative en tant qu'associés, et donc de pouvoir mutualiser en fait la création des fonds carbone à l'échelle des collectivités sans que chacune vienne créer son propre fonds. Parce que c'est bien que La Rochelle et Paris créent leur propre fonds. Par contre, ça veut dire que pour une entreprise qui va agir sur plusieurs endroits en France, elle va devoir contractualiser avec plusieurs structures. Et ça peut être un frein pour la mise en œuvre de ces projets. Mais on croit aujourd'hui à la coopération. Donc, on espère créer à terme une coopérative qui réunira l'ensemble des coopératives comme Paris et La Rochelle, par exemple. Ce serait chouette de pouvoir tous se réunir ensemble et avoir
une vision commune, mais c'est quelque chose qui est partagé aussi par les 2 autres villes, donc ça, c'est assez chouette. Donc mutualiser le fonds pour les autres agglomérations et travailler avec eux plus étroitement pour, donner une solution aux acteurs de leur territoire pour venir cofinancer des actions. Là, aujourd'hui, elles n'ont pas de cadre, c'est-à-dire que les collectivités ne peuvent pas offrir de cadre aux entreprises pour venir les aider à cofinancer leurs actions. Donc c'est là-dessus où on souhaite se développer et répondre à leur envie aussi de valoriser ce qui est sexy, on en parlait tout à l'heure, dans les projets sexy. Donc peut-être qu'il y aura d'autres méthodologies qui émergeront aussi des volontés de ces collectivités-là.